Monsieur Vladimir Vladimirovitch, chers collègues, nous sommes toujours heureux de vous voir au ministère des Affaires étrangères. Permettez-moi, au nom de toute notre équipe, de vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle rencontre. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma sincère gratitude pour... Cela concerne à la fois notre activité professionnelle et les questions d'approvisionnement des ministères, de nos ambassades et consulats généraux, en tout ce qui est nécessaire pour accomplir avec succès les tâches assignées. Je voudrais également souligner la présence ici des collègues de l'administration présidentielle. Les gouvernements, l'Assemblée fédérale, les organes du pouvoir exécutif, nous sommes constamment déterminés à une interaction et une coordination des plus étroites dans la mise en œuvre d'une politique étrangère unifiée, définie par le président de la Russie et consignée dans le concept de politique étrangère de notre pays. Vous avez signé la dernière version de ce concept en mars de l'année dernière. En nous guidant par les orientations stratégiques qu'il contient, nous travaillons activement à renforcer nos positions sur la scène internationale, à assurer la sécurité et à créer des conditions extérieures aussi favorables que possible pour le développement. Nous renforçons en priorité nos liens avec les pays de la majorité mondiale, du Sud global et de l'Est global. Et en conséquence, nous redistribuons nos ressources matérielles et humaines, les orientant vers les directions les plus demandées dans les nouvelles conditions géopolitiques. Je tiens également à dire que nous apportons activement notre aide à l'établissement de relations extérieures pour la Crimée, les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, ainsi que pour les régions de Zaporizhia et de Kherson. À cette fin, le ministère des Affaires étrangères a déjà établi ses représentations à Donetsk et à Lugansk et a renforcé les capacités de la représentation à Simferopol. Je suis convaincu que la rencontre d'aujourd'hui permettra de préciser toutes les directions de notre travail pratique sur la scène internationale. Permettez-moi de vous céder la parole. Merci beaucoup. Chers collègues, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir tous. Au début de notre rencontre, je tiens à vous remercier pour votre travail acharné dans l'intérêt de la Russie et de notre peuple. Nous nous sommes rencontrés dans une composition aussi large en novembre 2021. Depuis, de nombreux événements décisifs se sont produits, tant dans le pays que dans le monde. Par conséquent, je considère qu'il est important d'évaluer la situation actuelle dans les affaires mondiales et régionales, ainsi que de fixer des tâches correspondantes pour le ministère des Affaires étrangères. Toutes ces tâches sont subordonnées à l'objectif principal: créer des conditions pour le développement durable du pays, assurer sa sécurité et améliorer le bien-être. Travailler dans cette direction, dans les réalités modernes, difficiles et en rapide évolution, exige de nous tous une concentration d'efforts encore plus grande, de l'initiative et de la persévérance. Nous devons non seulement réagir aux défis actuels, mais aussi formuler notre propre agenda à long terme. Avec nos partenaires, nous proposons de discuter dans le cadre d'un débat ouvert et constructif des options pour résoudre ces questions fondamentales qui préoccupent non seulement nous, mais aussi toute la communauté mondiale. Je le répète, le monde change rapidement. Il n'y aura plus de retour en arrière, ni en politique mondiale, ni en économie, ni en concurrence technologique. De plus en plus d'États cherchent à renforcer leur souveraineté, leur autosuffisance, leur identité nationale et culturelle. Les pays du Sud et de l'Est global montent sur le devant de la scène. Le rôle de l'Afrique et de l'Amérique latine croît. Nous avons toujours, depuis l'époque soviétique, souligné l'importance de ces régions du monde. Mais aujourd'hui, la dynamique est tout autre. Cela devient évident. Le rythme de la transformation en Eurasie s'est également accéléré, où un certain nombre de projets d'intégration à grande échelle sont activement mis en œuvre.
C'est précisément sur la base de la nouvelle réalité politique et économique qu'aujourd'hui se dessinent les contours d'un ordre mondial multipolaire et multilatéral. C'est un processus objectif. Il reflète la diversité culturelle et civilisationnelle qui, malgré toutes les tentatives d'unification artificielle, est organiquement inhérente à l'homme. Ces changements systémiques profonds inspirent optimisme et espoir. L'affirmation des principes de multipolarité et de multilatéralisme dans les affaires internationales, y compris le respect du droit international et une large représentativité, permet de résoudre ensemble les problèmes les plus complexes au bénéfice commun. Cela aide à établir des relations mutuellement bénéfiques et une coopération entre États souverains dans l'intérêt du bien-être et de la sécurité des peuples. Cette vision de l'avenir est en harmonie avec les aspirations de la majorité absolue des pays du monde. Et nous le voyons, entre autres, à travers l'intérêt croissant pour le travail d'une organisation universelle telle que les BRICS, fondée sur une culture particulière de dialogue de confiance, d'égalité souveraine des participants et de respect mutuel. Dans le cadre de la présidence russe cette année, nous favoriserons l'intégration en douceur de nouveaux membres des BRICS dans les structures de travail de l'organisation. Je demande au gouvernement et au ministère des Affaires étrangères de poursuivre un travail substantiel, un dialogue avec les partenaires, afin d'arriver au sommet des BRICS à Kazan en octobre, avec un ensemble significatif de décisions convenues qui définiront l'orientation de notre coopération en matière de politique et de sécurité, d'économie et de finances, de sciences, de culture, de sport et de relations humanitaires. Dans l'ensemble, je pense que le potentiel des BRICS lui permettra avec le temps de devenir l'une des institutions régulatrices centrales de l'ordre mondial multipolaire. À cet égard, je tiens à souligner que la discussion internationale sur les paramètres de l'interaction des États dans un monde multipolaire et la démocratisation de l'ensemble du système des relations internationales est déjà en cours. Avec nos collègues de la communauté des États indépendants, nous avons convenu et adopté un document conjoint sur les relations internationales dans un monde multipolaire. Nous avons invité nos partenaires à discuter de ce sujet sur d'autres plateformes internationales, principalement à l'OCS et aux BRICS. Nous sommes intéressés à ce que ce dialogue se développe sérieusement au sein de l'ONU, y compris sur un sujet aussi fondamental et vital pour tous que la création d'un système de sécurité indivisible. En d'autres termes, l'affirmation dans les affaires mondiales du principe selon lequel la sécurité des uns ne peut être assurée au détriment de la sécurité des autres. Je rappelle qu'à la fin du XXe siècle, après la fin de la confrontation militaire et idéologique aiguë, la communauté mondiale avait une chance unique de construire un ordre fiable et juste dans le domaine de la sécurité. Pour cela, il ne fallait pas grand-chose. Une simple capacité à écouter les opinions de toutes les parties intéressées et une volonté mutuelle de les prendre en compte. Notre pays était prêt à travailler de manière constructive dans ce sens. Cependant, une autre approche a prévalu. Les puissances occidentales, dirigées par les États-Unis, ont estimé qu'elles avaient gagné la guerre froide et qu'elles avaient le droit de déterminer seules comment organiser le monde. L'expression pratique de cette vision du monde est devenue le projet d'expansion illimitée du bloc nord-atlantique dans l'espace et dans le temps. Bien qu'il y ait eu, bien sûr, d'autres idées pour assurer la sécurité en Europe. Mais à nos questions légitimes, on répondait par des excuses du genre que personne n'avait l'intention d'attaquer la Russie et que l'expansion de l'OTAN n'était pas dirigée contre la Russie. Les promesses faites à l'Union soviétique, puis à la Russie, à la fin des années 80 et au début des années 90, de ne pas inclure de nouveaux membres dans le bloc, ont été tranquillement oubliées.
Et si on s'en souvenait, c'était avec un sourire en disant que ces assurances étaient orales et donc non contraignantes. Nous avons constamment, dans les années 90 et plus tard, souligné l'erreur de la voie choisie par les élites occidentales. Non seulement nous avons critiqué et averti, mais nous avons également proposé des options, des solutions constructives. Nous avons souligné l'importance de développer un mécanisme de sécurité européenne et mondiale qui conviendrait à tout le monde. Je veux le souligner, à tout le monde. La simple énumération des initiatives que la Russie a proposées au cours de ces années prendrait plus d'un paragraphe. Rappelons au moins l'idée d'un traité sur la sécurité européenne que nous avons proposé en 2008. Les mêmes sujets ont été abordés dans le mémorandum du ministère des Affaires étrangères de la Russie, qui a été transmis aux États-Unis et à l'OTAN en décembre 2021. Mais toutes nos tentatives répétées de raisonner nos interlocuteurs, nos explications, nos exhortations, nos avertissements et nos demandes de notre part n'ont trouvé aucune réponse. Les pays occidentaux, étant convaincus non seulement de leurs bons droits, mais aussi de leur force et de leur capacité à imposer au reste du monde tout ce qu'ils voulaient, ignoraient simplement les autres opinions. Au mieux, ils envisageaient de discuter de questions secondaires qui, en réalité, ne résolvaient pas grand-chose ou de sujets avantageux uniquement pour l'Occident. Entre-temps, il est devenu assez rapidement évident que le schéma occidental, proclamé comme le seul correct pour assurer la sécurité et la prospérité en Europe et dans le monde, ne fonctionne pas réellement. Rappelons-nous la tragédie des Balkans. Les problèmes internes accumulés dans l'ex-Yougoslavie se sont brusquement aggravés en raison d'une intervention extérieure grossière. Déjà à cette époque, le principal principe de la diplomatie à l'occidentale s'est manifesté dans toute sa splendeur, profondément vicié et stérile pour résoudre des conflits internes complexes. À savoir, accuser l'une des parties, qui pour une raison ou une autre ne leur plaît pas beaucoup, de tous les péchés et déchaîner sur elle toute la puissance politique, informationnelle et militaire, les sanctions économiques et les restrictions. Par la suite, les mêmes approches ont été appliquées dans différentes parties du monde, nous le savons très bien. Irak, Syrie, Libye, Afghanistan, etc. Et elles n'ont jamais apporté autre chose que l'aggravation des problèmes existants, les vies brisées de millions de personnes, la destruction de nations entières, l'expansion des foyers de catastrophes humanitaires et sociales, des enclaves terroristes. En fait, aucun pays au monde n'est à l'abri de rejoindre cette triste liste. Actuellement, l'Occident cherche à s'immiscer de manière agressive dans les affaires du Moyen-Orient. Ils ont autrefois monopolisé cette direction. Le résultat est clair et évident pour tout le monde aujourd'hui. Le Caucase du Sud, l'Asie centrale. Il y a 2 ans, lors du sommet de l'OTAN à Madrid, il a été annoncé que l'Alliance s'occuperait des questions de sécurité non seulement dans l'Euro-Atlantique, mais aussi dans la région Asie-Pacifique. Il est évident que cela vise à renforcer la pression sur les pays de la région, dont ils ont décidé de freiner le développement. Comme on le sait, notre pays, la Russie, figure en bonne place sur cette liste. Je rappelle également que c'est Washington qui a sapé la stabilité stratégique en annonçant un retrait unilatéral des traités sur la défense antimissile et sur l'élimination des missiles à portée intermédiaire et à courte portée, ainsi que sur le ciel ouvert. Avec leurs satellites de l'OTAN, ils ont détruit le système de mesures de confiance et de contrôle des armements en Europe, qui avait été mis en place pendant des décennies. En fin de compte, l'égoïsme et l'arrogance des États occidentaux ont conduit à la situation extrêmement dangereuse actuelle. Nous nous sommes approchés de manière inacceptable du point de non-retour. Les appels à infliger une défaite stratégique à la Russie, qui possède le plus grand arsenal d'armes nucléaires, démontrent l'aventurisme extrême
des politiciens occidentaux. Ils ne comprennent soit pas l'ampleur de la menace qu'ils créent eux-mêmes, soit ils sont simplement obsédés par la foi en leur propre impunité et leur exceptionnalité. L'un comme l'autre peut se transformer en tragédie. De toute évidence, nous sommes témoins de l'effondrement du système de sécurité euro-atlantique. Aujourd'hui, il n'existe tout simplement pas. Il faut pratiquement le recréer. Tout cela nous oblige, avec nos partenaires et tous les pays intéressés, et ils sont nombreux, à élaborer nos propres options de sécurité en Eurasie et à les proposer pour une large discussion internationale. C'est précisément cette mission qui a été donnée dans le message à l'Assemblée fédérale. Il s'agit de formuler à court terme, sur le continent eurasien, un cadre de sécurité égal et indivisible, de coopération mutuellement bénéfique, équitable et de développement. Que faut-il faire pour cela et sur quels principes? Premièrement, il faut établir un dialogue avec tous les participants potentiels d'un tel futur système de sécurité. Pour commencer, je demande d'aborder les questions nécessaires avec les États ouverts à une interaction constructive avec la Russie. Lors de la récente visite en République populaire de Chine, nous avons discuté de cette problématique avec le président Xi Jinping. Nous avons noté que la proposition russe ne contredit pas, mais au contraire complète et s'accorde pleinement avec les principes fondamentaux de l'initiative chinoise dans le domaine de la sécurité globale. Deuxièmement, il est important de partir du principe que la future architecture de sécurité est ouverte à tous les pays eurasiens qui souhaitent participer à sa création. Pour tous, cela signifie également les pays européens de l'OTAN, sans aucun doute. Nous vivons sur un même continent. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas changer la géographie. D'une manière ou d'une autre, nous devrons coexister et travailler ensemble. Oui, actuellement, les relations de la Russie avec un certain nombre de pays européens se sont dégradées. D'ailleurs, cela a été souligné à plusieurs reprises, ce n'est pas de notre faute. La campagne de propagande anti-russe, à laquelle participent des personnalités européennes de haut rang, est accompagnée de spéculations, selon lesquelles la Russie serait censée attaquer l'Europe. J'en ai parlé à plusieurs reprises, et dans cette salle, il n'est pas nécessaire de le répéter encore et encore. Nous comprenons tous que c'est un non-sens absolu. C'est seulement une justification pour la course aux armements. À cet égard, permettez-moi une petite digression. Le danger pour l'Europe ne vient pas de la Russie. La principale menace pour les Européens réside dans la dépendance critique et croissante, déjà pratiquement totale, vis-à-vis des États-Unis, dans les domaines militaires, politiques, technologiques, idéologiques et informationnels. L'Europe est de plus en plus reléguée en marge du développement économique mondial, plongée dans le chaos des problèmes migratoires et autres problèmes aigus, privée de subjectivité internationale et d'identité culturelle. Parfois, on a l'impression que les politiciens européens au pouvoir et les représentants de la bureaucratie européenne craignent davantage de tomber en disgrâce à Washington que de perdre la confiance de leur propre peuple, de leurs propres citoyens. Les récentes élections au Parlement européen le montrent également. Les politiciens européens avalent l'humiliation, l'impolitesse et les scandales d'espionnage des dirigeants européens, tandis que les États-Unis les utilisent simplement dans leur propre intérêt. Ils les forcent à acheter leur gaz cher, qui, soit dit en passant, coûte 3 à 4 fois plus cher en Europe qu'aux États-Unis. Ou comme maintenant, par exemple, ils exigent des pays européens qu'ils augmentent les livraisons d'armes à l'Ukraine. Les exigences sont constantes, ici et là, et ils imposent des sanctions contre les opérateurs économiques en Europe, sans aucune gêne. Maintenant, ils forcent à augmenter les livraisons d'armes à l'Ukraine et à étendre leur capacité de production d'obus d'artillerie. Écoutez,
À qui ces obus seront-ils nécessaires lorsque le conflit en Ukraine sera terminé? Comment cela peut-il assurer la sécurité militaire de l'Europe? Ce n'est pas clair. Les États-Unis investissent dans les technologies militaires, notamment dans les technologies de demain, dans l'espace, les drones modernes, les systèmes d'attaque basés sur de nouveaux principes physiques, c'est-à-dire dans les domaines qui, à l'avenir, détermineront le caractère des combats armés et donc le potentiel politico-militaire des puissances et leur position dans le monde. Et l'Europe se voit maintenant attribuer un autre rôle. Investissez de l'argent là où nous en avons besoin. Mais cela n'augmente pas le potentiel de l'Europe. Eh bien, tant pis pour eux. Peut-être que pour nous c'est bien. Mais en fait, c'est ainsi. Si l'Europe veut se maintenir comme l'un des centres autonomes du développement mondial et des pôles culturels et civilisationnels de la planète, elle doit sans aucun doute entretenir de bonnes relations avec la Russie. Et nous surtout, y sommes prêts. Cette chose simple et évidente était parfaitement comprise par les politiciens de véritable envergure paneuropéenne et mondiale, des patriotes de leur pays et peuple qui pensaient en termes historiques et non des figurants qui suivent la volonté et les suggestions d'autrui. Charles de Gaulle en a beaucoup parlé dans les années d'après-guerre. Je me souviens bien aussi de la manière dont, en 1991, au cours d'une conversation à laquelle j'ai eu l'occasion de participer personnellement, le chancelier de la RFA, Helmut Kohl, soulignait l'importance du partenariat entre l'Europe et la Russie, espérant que cet héritage serait tôt ou tard repris par les nouvelles générations de politiciens européens. En ce qui concerne les États-Unis eux-mêmes, les tentatives incessantes des élites libérales et globalistes qui y règnent aujourd'hui de répandre leur idéologie dans le monde entier par tous les moyens et de conserver leur statut impérial, leur domination, ne font qu'épuiser de plus en plus le pays et le conduire à la dégradation. Cela entre en contradiction flagrante avec les véritables intérêts du peuple américain. Si ce n'était pas pour cette voie sans issue, ce messianisme agressif, mêlé à la croyance en leur propre élection et exclusivité, les relations internationales auraient été stabilisées depuis longtemps. Pour promouvoir l'idée d'un système de sécurité eurasien, il est nécessaire d'activer considérablement le processus de dialogue entre les organisations multilatérales déjà actives en Eurasie. Il s'agit avant tout de l'État de l'Union, de l'Organisation du traité de sécurité collective, de l'Union économique eurasiatique, de la Communauté des États indépendants et de l'Organisation de coopération de Shanghai. Nous voyons la perspective que d'autres associations eurasiennes influentes, de l'Asie du Sud-Est au Moyen-Orient, se joignent à ces processus à l'avenir. Nous estimons qu'il est temps de commencer une large discussion sur un nouveau système de garantie bilatérale et multilatérale de sécurité collective en Eurasie. Dans cette perspective, il est nécessaire de travailler progressivement à la réduction de la présence militaire des puissances extérieures dans la région eurasienne. Nous comprenons, bien sûr, que dans la situation actuelle, cette thèse peut sembler irréaliste. Cependant, c'est maintenant. Mais si nous construisons un système de sécurité fiable à l'avenir, la présence de contingents militaires étrangers ne sera tout simplement pas nécessaire. En gros, pour être honnête, il n'y a aucune nécessité aujourd'hui. C'est une occupation, c'est tout. En fin de compte, nous pensons que les États et les structures régionales de l'Eurasie doivent eux-mêmes déterminer les domaines spécifiques de coopération en matière de sécurité commune. Ils doivent également construire un système d'institutions fonctionnelles et de mécanismes d'accord qui serviraient réellement à atteindre les objectifs communs de stabilité et de développement. À cet égard, nous soutenons l'initiative de nos amis biélorusses de développer un document programmatique intitulé « Charte de la multipolarité et de la diversité au XXIe siècle ».
Elle peut formuler non seulement les principes cadres de l'architecture eurasienne, en s'appuyant sur les normes fondamentales du droit international, mais aussi, de manière plus large, une vision stratégique de la nature de la multipolarité et du multilatéralisme en tant que nouveau système de relations internationales, remplaçant le monde centré sur l'Occident. Je considère qu'il est important et je demande de travailler en profondeur sur un tel document avec nos partenaires et tous les États intéressés. J'ajouterai que lors de la discussion de questions aussi complexes et globales, une représentation aussi large que possible, tenant compte des différentes approches, est bien sûr nécessaire. Les questions économiques, le bien-être social, l'intégration et la coopération mutuellement bénéfiques doivent sans aucun doute devenir une partie importante du système de sécurité et de développement eurasien. La résolution de problèmes communs tels que la lutte contre la pauvreté, les inégalités, le climat, l'écologie, l'élaboration de mécanismes de réponse aux menaces de pandémie et de crise dans l'économie mondiale, tout cela est important. Par ces actions, l'Occident a non seulement sapé la stabilité politico-militaire mondiale avec des sanctions et des guerres commerciales, mais a également discrédité et affaibli les institutions de marché clés, en utilisant le FMI et la Banque mondiale, en manipulant l'agenda climatique et en freinant le développement du Sud global. Perdant en concurrence, même selon les règles qu'il a lui-même établies, il recourt à des barrières prohibitives et à toutes sortes de protectionnisme. Ainsi, aux États-Unis, on a pratiquement renoncé à l'Organisation mondiale du commerce en tant que régulateur du commerce international. Tout est planifié, et ils ne font pas seulement pression sur leurs concurrents, mais aussi sur leurs satellites. Il suffit de voir comment ils épuisent actuellement les économies européennes, qui sont au bord de la récession. Les pays occidentaux ont gelé une partie des actifs et des réserves de change russes. Maintenant, ils réfléchissent à la manière de trouver une base juridique pour les approprier définitivement. Mais, malgré toutes les subtilités juridiques, le vol restera sans aucun doute un vol. Et il ne restera pas impuni, d'autre part. Mais la question est encore plus profonde. En volant les actifs russes, ils feront un pas de plus vers la destruction du système qu'ils ont eux-mêmes créé et qui, pendant de nombreuses décennies, a assuré leur prospérité, leur permettant de consommer plus qu'ils ne gagnent. Attirer de l'argent du monde entier par le biais de dettes et d'obligations. Désormais, il devient évident pour tous les pays et entreprises que leurs actifs et réserves ne sont pas du tout en sécurité, tant sur le plan juridique qu'économique. Les prochains sur la liste d'expropriation par les États-Unis et l'Occident peuvent être n'importe qui. Les États étrangers et les fonds souverains peuvent se retrouver menacés. La méfiance envers le système financier basé sur les monnaies de réserve occidentales est déjà en hausse. On observe un retrait des fonds des titres et des obligations des États occidentaux, ainsi que de certaines banques européennes qui étaient encore récemment considérées comme des lieux absolument sûrs pour le stockage du capital. Nous agissons correctement. Je pense que nous devons sérieusement intensifier la formation de mécanismes économiques extérieurs bilatéraux et multilatéraux, efficaces et sûrs, alternatifs à ceux contrôlés par l'Occident. Cela implique notamment l'expansion des règlements en monnaie nationale, la création de systèmes de paiement indépendants et l'établissement de chaînes de production et de distribution contournant les canaux bloqués ou compromis par l'Occident. Et bien sûr, il est nécessaire de continuer les efforts pour développer des corridors de transport internationaux en Eurasie, un continent dont le noyau géographique naturel est la Russie. Par le biais du ministère des Affaires étrangères, je demande de maximiser le soutien à l'élaboration d'accords internationaux dans tous ces domaines.
Ils sont extrêmement importants pour renforcer la coopération économique, tant de notre pays que de nos partenaires. Ainsi, un nouvel élan devrait être donné à la construction d'un grand partenariat européen, qui pourrait devenir la base socio-économique d'un nouveau système de sécurité indivisible en Europe. Chers collègues, le sens de nos propositions est de former un tel système dans lequel tous les États seraient assurés de leur propre sécurité. Alors, nous pourrons vraiment aborder de manière constructive la résolution des nombreux conflits qui existent aujourd'hui. Le problème du déficit de sécurité et de confiance mutuelle ne concerne pas seulement le continent eurasiatique. Une tension croissante est observée partout. Растущее напряжение наблюдается везде. А то, насколько мир взаимосвязан и взаимосвязан. Nous voyons constamment à quel point le monde est interconnecté et interdépendant. Un exemple tragique pour nous tous est la crise ukrainienne, dont les conséquences se font sentir sur toute la planète. Mais je veux dire tout de suite que la crise liée à l'Ukraine n'est pas un conflit entre deux États, ni un conflit entre deux peuples causé par la guerre. Si c'était le cas, il ne fait aucun doute que les Russes et les Ukrainiens, unis par une histoire et une culture commune, des valeurs spirituelles, des millions de liens familiaux et humains, auraient trouvé un moyen de régler équitablement toutes les questions et divergences. Mais la situation est différente. Les racines du conflit ne résident pas dans les relations bilatérales. Les événements en Ukraine sont le résultat direct du développement mondial et européen de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Cette politique agressive, sans gêne et absolument aventureuse que l'Occident a menée toutes ces années, bien avant le début de l'opération militaire spéciale. Ces élites des pays occidentaux, comme je l'ai déjà dit aujourd'hui, après la fin de la guerre froide, ont pris le cap vers une réorganisation géopolitique du monde, vers la création et l'imposition de l'ordre notoire basé sur des règles, dans lequel les États forts, souverains et autosuffisants, ne s'intègrent tout simplement pas. D'où la politique de confinement de notre pays. Les objectifs de cette politique sont déjà ouvertement déclarés par certains acteurs aux États-Unis et en Europe. Aujourd'hui, ils parlent de la décolonisation notoire de la Russie. En fait, c'est une tentative de fournir une base idéologique pour le démembrement de notre patrie sur une base nationale. En fait, on parle de la désintégration de l'Union soviétique et de la Russie depuis longtemps. Tous ceux qui sont assis dans cette salle le savent bien. En mettant en œuvre cette stratégie, les pays occidentaux ont pris le cap de l'absorption et de la maîtrise politico-militaire des territoires proches de nous. Il y a eu 5, et maintenant 6 vagues d'élargissement de l'OTAN. Ils ont essayé de transformer l'Ukraine en leur base, de la faire devenir une anti-Russie. Pour atteindre ces objectifs, ils ont investi de l'argent, des ressources, acheté des politiciens et des partis entiers, réécrit l'histoire et les programmes éducatifs, soutenu et cultivé des groupes de néo-nazis et de radicaux. Ils ont tout fait pour saper nos liens interétatiques, diviser et monter nos peuples les uns contre les autres. Mener une telle politique de manière encore plus effrontée et sans cérémonie était entravé par le sud-est de l'Ukraine, un territoire qui, pendant des siècles, faisait partie de la Grande Russie historique. Là vivaient des gens, et vivent encore aujourd'hui, qui, y compris après la proclamation de l'indépendance de l'Ukraine en 1991, étaient en faveur de relations amicales et les plus étroites avec notre pays. Des gens, russes et ukrainiens, représentants de différentes nationalités, unis par la langue russe, la culture, les traditions, la mémoire historique, la position, l'humeur, les intérêts et les voix de ces millions de personnes vivant dans le Sud-Est devaient simplement être pris en compte et considérés par les présidents et les politiciens ukrainiens de l'époque, qui se battaient pour ce poste et utilisaient les voix de ces électeurs. Mais, en utilisant ces voix, ils se débrouillaient ensuite, manœuvraient, mentaient beaucoup,
parlaient du soi-disant choix européen. Ils n'osaient pas aller à une rupture complète avec la Russie, car le sud-est de l'Ukraine était d'un autre avis. On ne pouvait pas ne pas en tenir compte. Cette dualité a toujours été inhérente au pouvoir ukrainien tout au long des années après la reconnaissance de l'indépendance. L'Occident, bien sûr, le voyait. Il comprenait depuis longtemps les problèmes qui existaient là-bas et qu'on pouvait agiter. Il soulevait l'importance dissuasive du facteur sud-est, ainsi que le fait qu'aucune propagande de plusieurs années ne parvenait à changer fondamentalement la situation. Bien sûr, beaucoup de choses ont été faites, mais il était difficile de renverser fondamentalement la situation. Il n'a pas été possible de déformer l'identité historique de la conscience de la majorité des gens dans le sud-est de l'Ukraine, d'éradiquer en eux, y compris chez les jeunes générations, la bonne attitude envers la Russie et le sentiment de notre communauté historique. Et c'est pourquoi ils ont de nouveau décidé d'agir par la force, simplement briser les gens du Sud-Est, se moquer de leur opinion. Pour cela, ils ont organisé, financé. Bien sûr, ils ont profité des difficultés et des complications de nature politique interne en Ukraine. Mais ils ont tout de même préparé de manière cohérente et ciblée des coups d'État armés. Les villes d'Ukraine ont été submergées par une vague de pogroms, de violences, de meurtres. Le pouvoir à Kiev a finalement été complètement pris et usurpé par les radicaux. Leurs slogans nationalistes agressifs, y compris la réhabilitation des collaborateurs nazis, ont été élevés au rang d'idéologie d'État. La politique d'abolition de la langue russe dans les sphères étatiques et publiques s'est poursuivie. La pression sur les croyants orthodoxes s'est intensifiée, ainsi que l'ingérence dans les affaires de l'Église, ce qui a finalement conduit à un schisme. Personne ne semble remarquer cette ingérence, comme si c'était normal. Essayez de faire quelque chose de similaire quelque part. Il y aurait tellement de bruit que vous en auriez les oreilles cassées. Mais là-bas, c'est permis, parce que c'est contre la Russie. Des millions d'habitants de l'Ukraine, principalement de ces régions orientales, se sont opposés au coup d'État. Ils ont commencé à être menacés de représailles et de terreur. Et tout d'abord, les nouvelles autorités à Kiev ont commencé à préparer une attaque contre la Crimée russophone, qui, à l'époque, en 1954, comme vous le savez, avait été transférée de la RSFSR à l'Ukraine, en violation de toutes les normes, lois et procédures en vigueur, même à l'époque en Union soviétique. Dans cette situation, bien sûr, nous ne pouvions pas abandonner, laisser sans protection les habitants de Crimée et de Sébastopol. Ils ont fait leur choix, et en mars 2014, comme on le sait, il y a eu la réunification historique de la Crimée et de Sébastopol avec la Russie. À Kharkiv, Kherson, Odessa, Zaporizhia, Donetsk, Luhansk, Mariupol, les manifestations pacifiques contre le coup d'État ont commencé à être réprimées. Le régime de Kiev et les groupes nationalistes ont déclenché la terreur. Il n'est probablement pas nécessaire de rappeler. Tout le monde se souvient bien de ce qui s'est passé dans ces régions. En mai 2014, des référendums sur le statut des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk ont eu lieu, lors desquels la majorité absolue des habitants s'est prononcée en faveur de l'indépendance et de la souveraineté. La question se pose immédiatement. Les gens pouvaient-ils ainsi exprimer leur volonté? Pouvaient-ils déclarer leur indépendance? Eh bien, ceux qui sont assis dans cette salle comprennent que, bien sûr, ils le pouvaient. Ils en avaient pleinement le droit et la raison, conformément au droit international, y compris le droit des peuples à l'autodétermination. Vous n'avez pas besoin de le rappeler. Mais néanmoins, puisque les médias travaillent, je dirais, l'article 1, paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies donne ce droit. Je rappelle à ce propos le fameux précédent du Kosovo. On en a déjà beaucoup parlé. Je vais le dire encore une fois, un précédent que les pays occidentaux ont eux-mêmes créé,
Dans une situation similaire, ils ont reconnu comme légitime la séparation du Kosovo de la Serbie qui a eu lieu en 2008. Ensuite, il y a eu la célèbre décision de la Cour internationale de justice de l'ONU qui, le 22 juillet 2010, sur la base du paragraphe 2 de l'article 1 de la Charte des Nations Unies, a statué, je cite, « Aucune interdiction générale de la déclaration unilatérale d'indépendance ne découle de la pratique du Conseil de sécurité. » Et la citation suivante. Le droit international général ne contient aucune interdiction applicable à la déclaration d'indépendance. Eh bien, cela signifie qu'il était écrit que les parties du pays qui décidaient de déclarer leur indépendance n'étaient pas obligées de s'adresser aux autorités centrales de leur ancien État. Tout était écrit noir sur blanc. Alors, ces républiques de Donetsk et de Lugansk avaient-elles le droit de déclarer leur indépendance? Bien sûr, oui. La question ne peut être envisagée autrement. Que faisait le régime de Kiev dans cette situation? Il a complètement ignoré le choix des gens et a déclenché une guerre à grande échelle contre les nouveaux États indépendants, les républiques populaires du Donbass, en utilisant l'aviation, l'artillerie et les chars. Les bombardements et les tirs sur les villes pacifiques ont commencé, ainsi que des actions d'intimidation. Et qu'est-il arrivé ensuite? Les habitants du Donbass ont pris les armes pour protéger leur vie, leurs maisons, leurs droits et leurs intérêts légitimes. En Occident, on entend constamment la thèse selon laquelle la Russie a commencé la guerre dans le cadre d'une opération militaire spéciale, qu'elle est l'agresseur, et qu'il est donc possible de frapper son territoire en utilisant des systèmes d'armement occidentaux. L'Ukraine se défendrait soi-disant et pourrait le faire. Je veux encore une fois souligner, la Russie n'a pas commencé la guerre. C'est le régime de Kiev, je le répète, après que les habitants d'une partie de l'Ukraine ont déclaré leur indépendance conformément au droit international, qui a commencé les hostilités et les continue. C'est cela l'agression. Si nous reconnaissons le droit de ces peuples, qui vivaient sur ces territoires, de déclarer leur indépendance, comment peut-on appeler cela autrement? C'est de l'agression. Et ceux qui, toutes ces années, ont aidé la machine militaire du régime de Kiev sont des complices de l'agresseur. À l'époque, en 2014, les habitants du Donbass ne se sont pas résignés. Les détachements de milices ont tenu bon, ont repoussé les répressifs, puis les ont repoussés de Donetsk et de Lugansk. Nous espérions que cela réveillerait ceux qui avaient déclenché ce carnage. Pour arrêter l'effusion de sang, la Russie a lancé des appels aux négociations. Et elles ont commencé avec la participation de Kiev et des représentants des républiques du Donbass, avec l'aide de la Russie, de l'Allemagne et de la France. Les discussions étaient difficiles, mais néanmoins, en 2015, les accords de Minsk ont été conclus. Nous avons pris leur mise en œuvre très au sérieux. Nous espérions pouvoir régler la situation dans le cadre d'un processus pacifique et du droit international. Nous comptions sur le fait que cela conduirait à la prise en compte des intérêts légitimes et des exigences du Donbass, à l'inscription dans la Constitution d'un statut spécial pour ces régions et des droits fondamentaux des personnes y vivant, tout en maintenant l'unité territoriale de l'Ukraine. Nous y étions prêts. Nous étions prêts à convaincre les gens vivant dans ces territoires de résoudre les questions de cette manière. Nous avons proposé à plusieurs reprises divers compromis et solutions, mais tout a finalement été rejeté. Les accords de Minsk ont simplement été jetés à la poubelle par Kiev. Comme l'ont ensuite avoué les représentants de la haute direction ukrainienne, aucune des clauses de ces documents ne leur convenait. Ils ont simplement menti et esquivé autant qu'ils pouvaient. L'ancien chancelier de la RFA et l'ancien président de la France, en fait co-auteur et garant des accords de Minsk,
ont par la suite reconnu directement que leur mise en œuvre n'était pas prévue. Ils avaient simplement besoin de noyer la situation pour gagner du temps afin de former les forces armées ukrainiennes, de les équiper en armes et en matériel. Ils nous ont simplement dupés. Au lieu d'un véritable processus de paix, au lieu d'une politique de réintégration et de réconciliation nationale dont ils aimaient parler à Kiev, le Donbass a été bombardé pendant 8 ans, des attentats, des meurtres ont été organisés, un blocus des plus sévères a été mis en place. Pendant toutes ces années, les habitants du Donbass, femmes, enfants, personnes âgées, ont été déclarés des personnes de seconde zone, des sous-hommes, menacés de représailles. Comme pour dire, nous viendrons et nous nous vengerons de chacun. Qu'est-ce que c'est, sinon un génocide au cœur de l'Europe au XXIe siècle? Et en Europe et aux États-Unis, ils faisaient semblant que rien ne se passait, que personne ne remarquait rien. À la fin de 2021, au début de 2022, le processus de Minsk a été définitivement enterré. Enterré par Kiev et ses protecteurs occidentaux. Et un coup massif était de nouveau planifié contre le Donbass. Un grand groupe des forces armées ukrainiennes se préparait à lancer une nouvelle offensive sur Lugansk et Donetsk. Bien sûr, avec des nettoyages ethniques et d'énormes pertes humaines, des centaines de milliers de réfugiés. Nous devions prévenir cette catastrophe, protéger les gens. Nous ne pouvions pas prendre une autre décision. La Russie a finalement reconnu les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Après tout, nous ne les avions pas reconnus pendant 8 ans. Nous espérions toujours parvenir à un accord. Le résultat est maintenant connu. Et le 21 février 2022, nous avons conclu avec ces républiques un traité d'amitié et d'assistance mutuelle. Question. Les républiques populaires avaient-elles le droit de nous demander du soutien si nous avions reconnu leur indépendance? Et nous avions le droit de reconnaître leur indépendance, tout comme elles avaient le droit de déclarer leur souveraineté conformément aux articles et décisions de la Cour internationale de justice de l'ONU que j'ai mentionnés. Avaient-elles le droit de déclarer leur indépendance? Oui. Mais si elles avaient ce droit et l'ont exercé, alors nous avions le droit de conclure un traité avec elles. Et nous l'avons fait. De plus, je le répète, en pleine conformité avec le droit international et l'article 51 de la Charte des Nations Unies. En même temps, nous avons appelé les autorités de Kiev à retirer leurs troupes du Donbass. Je peux vous dire que nous avons eu des contacts et nous leur avons immédiatement dit « Retirez les troupes de là et tout se terminera ». Cette proposition a été immédiatement rejetée, simplement ignorée, bien qu'elle offrait une réelle possibilité de résoudre la question de manière pacifique. Le 24 février 2022, la Russie a été contrainte d'annoncer le début d'une opération militaire spéciale. En s'adressant aux citoyens de Russie et aux habitants des républiques de Donetsk et de Lugansk, ainsi qu'à la société ukrainienne, l'objectif de cette opération a été alors défini. Protéger les gens dans le Donbass, rétablir la paix, procéder à la démilitarisation et à la dénazification de l'Ukraine, et ainsi éloigner la menace de notre État, rétablir l'équilibre dans le domaine de la sécurité en Europe. En même temps, nous continuons à considérer comme une priorité la réalisation de ces objectifs par des méthodes politico-diplomatiques. Je rappelle qu'au tout premier stade de l'opération militaire spéciale, notre pays a engagé des négociations avec les représentants du régime de Kiev. Elles ont d'abord eu lieu en Biélorussie, puis en Turquie. Nous avons essayé de transmettre notre idée principale. Respecter le choix du Donbass, la volonté des gens qui y vivent, retirer les troupes, arrêter les bombardements des villes et villages pacifiques. Rien de plus n'est nécessaire. Les autres questions seront résolues ultérieurement. En réponse, nous avons entendu non. Nous allons faire la guerre. Il est évident que tel était l'ordre des maîtres occidentaux. Et maintenant, je vais en parler aussi. À cette époque, en février-mars 2022, nos troupes, comme on le sait, se sont approchées de Kiev.
À ce sujet, en Ukraine, en Occident, à l'époque et encore maintenant, il y a beaucoup de spéculations. Que veux-je dire à ce sujet? Что хочу сказать по этому поводу? Наши соединения действительно стояли у Киева. Nos unités se trouvaient effectivement près de Kiev, et les départements militaires, ainsi que le bloc de sécurité, avaient différentes propositions concernant les options de nos actions futures possibles. Mais il n'y a jamais eu de décision politique d'assaut sur une ville de 3 millions d'habitants, quoi qu'on en dise ou qu'on imagine. En fait, c'était une opération visant à contraindre le régime ukrainien à la paix. Les troupes étaient là pour pousser la partie ukrainienne à négocier, essayer de trouver des solutions acceptables et ainsi mettre fin à la guerre déclenchée par Kiev contre le Donbass en 2014. Résoudre les questions qui représentent une menace pour la sécurité de notre pays, pour la sécurité de la Russie. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, il a effectivement été possible d'aboutir à des accords qui convenaient en principe à la fois à Moscou et à Kiev. Ces accords ont été mis par écrit et paraphés à Istanbul par le chef de la délégation ukrainienne. Cela signifie que cette solution convenait au pouvoir de Kiev. Le document s'intitulait « Traité de neutralité permanente et de garantie de sécurité de l'Ukraine ». Il avait un caractère de compromis, mais ses points clés correspondaient à nos exigences fondamentales. Il répondait aux objectifs déclarés comme principaux au début de l'opération militaire spéciale, notamment, aussi étrange que cela puisse paraître, je souligne, en ce qui concerne la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Nous avons également réussi à trouver des solutions complexes. Elles étaient difficiles, mais trouvées. À savoir, il était prévu qu'une loi ukrainienne interdisant l'idéologie nazie et toutes ses manifestations serait adoptée. Tout est écrit. De plus, l'Ukraine, en échange de garanties internationales de sécurité, limiterait la taille de ses forces armées, s'engagerait à ne pas adhérer à des alliances militaires, à ne pas autoriser de bases militaires étrangères sur son territoire, à ne pas y déployer de contingents et à ne pas mener d'exercices militaires sur son territoire. Tout est écrit sur papier. De notre côté, comprenant également les préoccupations de l'Ukraine en matière de sécurité, nous avons accepté que l'Ukraine, sans adhérer formellement à l'OTAN, obtienne des garanties pratiquement équivalentes à celles dont bénéficient les membres de cette alliance. Pour nous, c'était une décision difficile, mais nous reconnaissions la légitimité des exigences de l'Ukraine en matière de sécurité, et en principe, nous n'étions pas opposés aux formulations proposées par Kiev. C'étaient des formulations proposées par Kiev, et nous n'y étions généralement pas opposés, comprenant que l'essentiel était d'arrêter l'effusion de sang et la guerre dans le Donbass. Le 29 mars 2022, nous avons retiré nos troupes de Kiev, car on nous assurait qu'il fallait créer les conditions nécessaires pour achever le processus de négociation politique, et qu'il était impossible pour l'une des parties de signer de tels accords, comme le disaient nos collègues occidentaux, avec un pistolet sur la tempe. Très bien, nous avons également accepté cela. Cependant, dès le lendemain du retrait des troupes russes de Kiev, les autorités ukrainiennes ont suspendu leur participation au processus de négociation, organisant la provocation bien connue à Boutcha et refusant la version préparée de l'accord. Je pense qu'aujourd'hui, il est clair pourquoi cette sale provocation était nécessaire. Pour expliquer d'une manière ou d'une autre le rejet des résultats qui avaient été atteints au cours des négociations. Le chemin vers la paix a de nouveau été rejeté. Cela a été fait, comme nous le savons maintenant, sur les instructions des superviseurs occidentaux, y compris l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni. Lors de sa visite à Kiev, il a été clairement dit « Aucun accord. Il faut vaincre la Russie sur le champ de bataille, obtenir sa défaite stratégique et la victoire.
Ils ont continué à armer intensivement l'Ukraine. Ils ont commencé à parler de la nécessité de nous infliger, comme je viens de le rappeler, une défaite stratégique. Et quelque temps plus tard, comme tout le monde le sait bien, le président ukrainien a publié un décret. Президент Украины издал декрет, которым запретил своим представителям и даже самому себе вести какие-то... À qui il a interdit à ses représentants, et même à lui-même, de mener des négociations avec Moscou. Cet épisode de notre tentative de résoudre le problème par des moyens pacifiques s'est encore terminé en échec. D'ailleurs, sur le sujet des négociations, je voudrais maintenant rendre public un autre épisode devant cette audience. Je n'en ai pas parlé publiquement auparavant, mais certains des présents le savent. Après que l'armée russe a occupé une partie des régions de Kherson et de Zaporizhia, de nombreux politiciens occidentaux ont proposé leur médiation pour une résolution pacifique du conflit. L'un d'eux était en visite de travail à Moscou le 5 mars 2022. Nous avons accepté ces efforts de médiation, d'autant plus qu'ils se référaient au soutien des dirigeants de l'Allemagne et de la France, ainsi que des représentants de haut rang des États-Unis au cours de la conversation. Au cours de la conversation, notre invité étranger a posé une question. Un épisode curieux. Il a dit « Si vous aidez le Donbass, pourquoi les troupes russes se trouvent-elles dans le sud de l'Ukraine, y compris dans les régions de Kherson et de Zaporizhia ?» La réponse était que c'était la décision de l'état-major général russe pour la planification de l'opération. Et aujourd'hui, j'ajouterais que l'idée était de contourner une partie des zones fortifiées que les autorités ukrainiennes ont construites dans le Donbass pendant 8 ans, et surtout pour libérer Mariupol. Ensuite, notre collègue étranger a demandé une précision. Un professionnel, il faut le reconnaître. Nos troupes, les troupes russes, resteront-elles dans les régions de Kherson et de Zaporizhia, et que deviendront ces régions après l'atteinte des objectifs de l'opération spéciale? À cela, j'ai répondu que dans l'ensemble, je n'excluais pas le maintien de la souveraineté ukrainienne sur ces territoires, mais à condition que la Russie ait une liaison terrestre solide avec la Crimée. C'est-à-dire que Kiev doit garantir ce qu'on appelle une servitude, des droits d'accès juridiquement établis pour la Russie à la péninsule de Crimée, à travers les régions de Kherson et de Zaporizhia. C'est une décision politique de la plus haute importance. Bien sûr, dans sa version finale, elle ne serait pas prise unilatéralement, mais seulement après consultation avec le Conseil de sécurité et d'autres structures. Également après discussion avec les citoyens de notre pays et avant tout avec les habitants des régions de Kherson et de Zaporizhia. En fin de compte, c'est ce que nous avons fait. Nous avons demandé l'avis des gens eux-mêmes et organisé des référendums. Et ils ont agi comme les gens l'ont décidé, y compris dans les régions de Kherson et de Zaporizhia, dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. En mars 2022, un partenaire de négociation a annoncé qu'il se rendrait à Kiev pour poursuivre les discussions avec ses collègues dans la capitale ukrainienne. Nous avons salué cela, ainsi que les tentatives de trouver un règlement pacifique du conflit. Car chaque jour de combat signifiait de nouvelles victimes et pertes. Cependant, en Ukraine, comme nous l'avons appris plus tard, les services du médiateur occidental n'ont pas été acceptés. Au contraire, il a été accusé de prendre des positions pro-russes. De manière assez sévère, il faut le dire, mais ce sont déjà des détails. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, la situation a radicalement changé. Les habitants de Kherson et de Zaporizhia ont exprimé leur position lors des référendums. Les régions de Kherson et de Zaporizhia, ainsi que les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, ont rejoint la Fédération de Russie. Il ne peut être question de violer notre unité nationale. La volonté des gens d'être avec la Russie est inébranlable. La question est définitivement close et ne se discute plus. Je veux répéter encore une fois, c'est l'Occident qui a préparé et provoqué la crise ukrainienne.
Et maintenant, il fait tout pour que cette crise se prolonge indéfiniment, affaiblissant et exacerbant mutuellement les peuples de Russie et d'Ukraine. Ils envoient de nouvelles cargaisons de munitions et d'armes. Certains politiciens européens ont évoqué la possibilité de déployer leurs troupes régulières en Ukraine. En même temps, comme je l'ai déjà noté, ce sont précisément les véritables maîtres actuels de l'Ukraine. Et ce, malheureusement, pas le peuple ukrainien, mais les élites globalistes situées de l'autre côté de l'océan, qui tentent de faire porter au pouvoir exécutif ukrainien le fardeau de la prise de décision impopulaire parmi le peuple, y compris la réduction continue de l'âge de conscription. Actuellement, comme on le sait, cet âge est de 25 ans. La prochaine étape pourrait être 23, puis 20, ou directement 18. Ensuite, ils se débarrasseront bien sûr de ceux qui, sous la pression de l'Occident, prendront ces décisions impopulaires et les jetteront comme inutiles, en leur imputant toute la responsabilité. À leur place, ils mettront d'autres personnes, également dépendantes de l'Occident, mais dont la réputation n'est pas encore aussi ternie. Peut-être est-ce la raison pour laquelle on envisage d'annuler les prochaines élections présidentielles en Ukraine. Actuellement, ceux qui sont au pouvoir feront tout, puis ils seront écartés et continueront à faire ce qu'ils jugent nécessaire. À cet égard, je rappelle ce que l'on préfère ne pas se souvenir à Kiev en ce moment. Et en général, on préfère ne pas en parler en Occident. De quoi s'agit-il? Déjà en mai 2014, la Cour constitutionnelle d'Ukraine a rendu une décision selon laquelle, je cite, « Le président est élu pour 5 ans, qu'il soit élu lors d'élections anticipées ou régulières. » De plus, la Cour constitutionnelle d'Ukraine a noté que, je cite, « Le statut constitutionnel du président ne contient pas de normes établissant une autre durée que celle de 5 ans. » Fin de citation. La décision de la Cour était définitive et sans appel. Tout. Que signifie cela dans la situation actuelle? Le mandat présidentiel du chef de l'Ukraine, élu précédemment, a expiré avec sa légitimité, qui ne peut être rétablie par aucun subterfuge. Je ne vais pas entrer dans les détails de la décision de la Cour constitutionnelle de l'Ukraine concernant le mandat présidentiel. Il est clair qu'elle était liée aux tentatives de légitimer le coup d'État de 2014. Néanmoins, ce verdict existe, et c'est un fait juridique. Il remet en question toutes les tentatives de justifier le spectacle actuel de l'annulation des élections. En réalité, la page tragique actuelle de l'histoire de l'Ukraine a commencé avec la prise de pouvoir par la force, comme je l'ai déjà dit, un coup d'État anticonstitutionnel en 2014. Je le répète, la source du régime actuel de Kiev est la voie armée. Et maintenant, le cercle est bouclé. Le pouvoir exécutif en Ukraine est de nouveau, comme en 2014, usurpé et maintenu de manière illégale. En fait, il est illégitime. Je dirais plus, la situation avec l'annulation des élections est une expression du véritable caractère du régime actuel de Kiev, qui est né du coup d'État armé de 2014. Il est lié à celui-ci, et c'est là qu'il trouve ses racines. En annulant les élections, il continue de s'accrocher au pouvoir. Ce sont des actions qui sont directement interdites par l'article 5 de la Constitution de l'Ukraine. Je cite, « Le droit de déterminer et de modifier l'ordre constitutionnel en Ukraine appartient exclusivement au peuple et ne peut être usurpé par l'État, ses organes ou ses fonctionnaires. » De plus, de telles actions relèvent de l'article 109 de la Constitution. Le Code pénal de l'Ukraine, qui traite précisément du changement violent ou du renversement de l'ordre constitutionnel, de la prise du pouvoir d'État, ainsi que de la conspiration pour commettre tels actes. En 2014, cette usurpation était justifiée au nom de la Révolution, et maintenant par des actions militaires. Mais le sens de cela ne change pas. En substance, il s'agit d'une conspiration entre le pouvoir exécutif de l'Ukraine et la direction de la Verkhovna Rada,
contrôlée par la majorité parlementaire, visant à usurper le pouvoir d'État. On ne peut pas l'appeler autrement. Et c'est un crime selon la loi ukrainienne. La Constitution de l'Ukraine ne prévoit pas la possibilité d'annuler ou de reporter les élections présidentielles ou de prolonger les pouvoirs du président en raison de l'état de guerre, ce à quoi il se réfère actuellement. Ce qui est dans la loi fondamentale ukrainienne, c'est que pendant l'état de guerre, les élections de la Verkhovna Rada peuvent être reportées. C'est l'article 83 de la Constitution du pays. Ainsi, la législation ukrainienne a prévu la seule exception où les pouvoirs d'un organe de l'État sont prolongés pendant la période de l'état de guerre et les élections ne sont pas tenues. Et cela concerne exclusivement la Verkhovna Rada. Cela marque ainsi le statut du Parlement ukrainien en tant qu'organe permanent en conditions de guerre. En d'autres termes, c'est précisément la Verkhovna Rada qui est aujourd'hui l'organe légitime, contrairement au pouvoir exécutif. L'Ukraine n'est pas une république présidentielle, mais une république parlementaire présidentielle. C'est l'essence. Le président de la Verkhovna Rada, exerçant les fonctions de président, est doté de pouvoirs spéciaux en vertu des articles 106 et 112, y compris dans les domaines de la défense, de la sécurité et du commandement suprême des forces armées. Tout y est écrit noir sur blanc. D'ailleurs, l'Ukraine a conclu au premier semestre de cette année un ensemble d'accords bilatéraux de coopération dans le domaine de la sécurité et de soutien à long terme des États socialement vulnérables d'Europe. Maintenant, un document similaire a été signé avec les États-Unis. Mais depuis le 21 mai de cette année, la question des pouvoirs et de la légitimité des représentants ukrainiens qui signent de tels documents se pose légitimement. Pour nous, peu importe qu'ils signent ce qu'ils veulent. Il est clair qu'il y a ici une composante politique et de propagande. Les États-Unis et leurs satellites veulent soutenir leurs protégés, leur donner du poids et de la légitimité. Néanmoins, si plus tard aux États-Unis, une expertise juridique sérieuse de cet accord est menée, la question se posera inévitablement. Qui a signé ces documents et avec quelles compétences? Il s'avérera que tout cela est un bluff. L'accord est nul et toute la construction s'effondrera. Je rappelle également que, bien sûr, si l'on souhaite analyser la situation, on peut faire semblant que tout va bien, mais il n'y a rien de normal là-dedans. Tout est écrit dans les documents, dans la Constitution. Je rappelle également qu'après le début de l'opération militaire spéciale, l'Occident a lancé une campagne vigoureuse et très indiscrète, essayant d'isoler la Russie sur la scène internationale. Aujourd'hui, il est clair pour tout le monde que cette tentative a échoué. Mais l'Occident n'a bien sûr pas renoncé à son idée de construire une sorte de coalition internationale anti-russe et de faire semblant de faire pression sur la Russie. Nous le comprenons aussi. Comme vous le savez, ils ont commencé à promouvoir activement l'initiative de tenir en Suisse une soi-disant conférence internationale de haut niveau sur la paix en Ukraine, et ils prévoient de la tenir immédiatement après le sommet du groupe des 7, c'est-à-dire le groupe de ceux qui, en fait, par leur politique, ont attisé le conflit en Ukraine. Ce que proposent les organisateurs de la rencontre en Suisse n'est qu'une autre ruse pour détourner l'attention, inverser la cause et l'effet de la crise ukrainienne, lancer la discussion sur une fausse piste et créer l'apparence de légitimité du pouvoir en place en Ukraine. Il est naturel qu'aucune question fondamentale, à la base de la crise actuelle de la sécurité et de la stabilité internationale, les véritables racines du conflit ukrainien, ne soit discutée en Suisse. Malgré toutes les tentatives de donner une apparence décente à l'ordre du jour de la conférence, on peut s'attendre
à ce que tout se résume à des discours généraux de nature démagogique et à un nouvel ensemble d'accusations contre la Russie. D'ailleurs, il est facile de voir qu'ils essaient de rallier le plus grand nombre d'États possible et de présenter cela comme si les recettes et les règles occidentales étaient partagées par toute la communauté internationale. Par conséquent, notre pays devrait les accepter sans réserve. Comme vous le savez, nous n'avons naturellement pas été invités à la réunion en Suisse. En effet, ce ne sont pas des négociations, mais une tentative d'un groupe de pays de continuer à imposer leurs lignes, de résoudre des questions qui touchent directement nos intérêts et notre sécurité à leur guise. Je tiens à souligner à cet égard, sans la participation de la Russie, sans un dialogue honnête et responsable avec nous, il est impossible de parvenir à une solution pacifique en Ukraine et en général à la sécurité européenne globale. Tant que l'Occident ignore nos intérêts et interdit à Kiev de mener des négociations, il nous appelle hypocritement à des négociations. Cela semble tout simplement idiot. D'une part, ils leur interdisent de négocier avec nous, et d'autre part, ils nous appellent à des négociations ou insinuent que nous les refusons. C'est du délire. Nous vivons dans un monde à l'envers. Premièrement, ils devraient commencer par donner l'ordre à Kiev de lever l'interdiction de négocier avec la Russie. Deuxièmement, nous sommes prêts à nous asseoir à la table des négociations dès demain. Nous comprenons toute la particularité de la situation juridique, mais il y a des autorités légitimes, même conformément à la Constitution. Il y a des interlocuteurs avec qui négocier. S'il vous plaît, nous sommes prêts. Nos conditions pour commencer une telle discussion sont simples et se résument à ce qui suit. Je prendrai maintenant un peu de temps pour reproduire toute la chaîne des événements qui se sont déroulés encore une fois, afin qu'il soit clair que pour nous, ce que je vais dire maintenant, ce n'est pas une conjoncture du jour. Nous avons toujours maintenu une certaine position. Nous avons toujours aspiré à la paix. Donc, ces conditions sont très simples. Les troupes ukrainiennes doivent être complètement retirées des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, ainsi que des régions de Kherson et de Zaporizhia. D'ailleurs, je souligne, de l'ensemble du territoire de ces régions, dans leurs frontières administratives qui existaient au moment de leur intégration à l'Ukraine. Dès que Kiev déclarera être prêt à prendre une telle décision et commencera le retrait réel des troupes de ces régions, ainsi que notifiera officiellement son renoncement au plan d'adhésion à l'OTAN, de notre côté, un ordre de cessez-le-feu et de début des négociations suivra immédiatement. Je le répète, nous le ferons immédiatement. Naturellement, nous garantissons le retrait sans entrave et en toute sécurité des unités et formations ukrainiennes. Nous aimerions espérer que cette décision de retrait des troupes, de statut non aligné et de début du dialogue avec la Russie, dont dépend l'avenir de l'Ukraine, sera prise de manière autonome à Kiev, en tenant compte des réalités actuelles et en se guidant par les véritables intérêts nationaux du peuple ukrainien, et non sous la direction occidentale. Bien que cela suscite, bien sûr, de grands doutes. Néanmoins, je veux à ce propos dire à nouveau et rappeler. J'ai dit que je voudrais retracer la chronologie des événements encore une fois. Passons du temps là-dessus. Ainsi, lors des événements sur le Maïdan à Kiev en 2013-2014, la Russie a proposé à plusieurs reprises son aide pour une résolution constitutionnelle de la crise, organisée en réalité de l'extérieur. Revenons à la chronologie des événements de fin février 2014. Le 18 février, des affrontements armés ont commencé à Kiev, provoqués par l'opposition. Plusieurs bâtiments, y compris la mairie et la maison des syndicats, ont été incendiés. Le 20 février, des snipers inconnus ont ouvert le feu sur les manifestants et les forces de l'ordre.
Autrement dit, ceux qui préparaient le coup d'État armé faisaient tout pour pousser encore plus la situation vers la violence et la radicalisation. Les personnes qui étaient dans les rues de Kiev ces jours-là et exprimaient leur mécontentement envers le pouvoir de l'époque ont été délibérément utilisées à des fins égoïstes, comme de la chair à canon. Exactement la même chose se produit aujourd'hui, avec la mobilisation et l'envoi des gens à l'abattoir. Et pourtant, il y avait alors une possibilité de sortie civilisée de la situation. On sait que le 21 février, un accord a été signé entre le président ukrainien en exercice et l'opposition. Les garants de la résolution de la crise politique étaient des représentants officiels de l'Allemagne, de la Pologne et de la France. L'accord prévoyait un retour à un régime parlementaire présidentiel, la tenue d'élections présidentielles anticipées, la formation d'un gouvernement de confiance nationale, ainsi que le retrait des forces de l'ordre du centre de Kiev et la reddition des armes par l'opposition. La Verkhovna Rada a adopté une loi excluant les poursuites pénales contre les participants aux manifestations. Un tel accord, qui a permis d'arrêter la violence et de ramener la situation dans le cadre constitutionnel, a eu lieu. Cet accord a été signé, bien qu'à Kiev et en Occident, on préfère ne pas s'en souvenir. Aujourd'hui, je dirais plus, encore un fait important qui n'a pas été mentionné auparavant. Littéralement, dans les mêmes heures du 21 février, une conversation a eu lieu avec mon homologue américain à l'initiative de la partie américaine. L'essentiel était le suivant. Le leader américain a soutenu sans équivoque l'accord de pouvoir et d'opposition de Kiev. De plus, il l'a qualifié de véritable percée, d'une chance pour le peuple ukrainien, afin que la violence éclatée ne dépasse pas toutes les limites imaginables. Ensuite, au cours des discussions, nous avons conjointement élaboré la formule suivante. La Russie s'efforcera de convaincre le président ukrainien en exercice, à l'époque, de se comporter de manière aussi retenue que possible, de ne pas utiliser l'armée et les forces de l'ordre contre les manifestants. En conséquence, l'opposition sera appelée à l'ordre, à libérer les bâtiments administratifs afin que la rue se calme. Tout cela devait créer les conditions pour que la vie dans le pays revienne à la normale, dans le cadre constitutionnel et juridique. En général, nous avons convenu de travailler ensemble pour une Ukraine stable, pacifique, normale et en développement. Nous avons entièrement tenu notre parole. Le président ukrainien de l'époque, Yanukovych, qui en réalité ne prévoyait pas d'utiliser l'armée, ne l'a néanmoins pas fait. De plus, il a même retiré des unités supplémentaires de la police de Kiev. Et les collègues occidentaux, dans la nuit du 22 février et tout au long de la journée suivante, lorsque le président Yanukovych est parti à Kharkiv, où devait se tenir le congrès des députés des régions du sud-est de l'Ukraine et de la Crimée, les radicaux, malgré tous les accords et garanties de l'Occident, tant de l'Europe que des États-Unis, ont pris le contrôle par la force du bâtiment de la Rada, de l'administration présidentielle, et ont pris le gouvernement. Et aucun garant de tous ces accords de règlement politique, ni les États-Unis, ni les Européens, n'a levé le petit doigt pour remplir leurs obligations, exhorter l'opposition à libérer les bâtiments administratifs capturés et à renoncer à la violence. Il est clair qu'un tel déroulement des événements non seulement les arrangeait, mais il semble qu'ils aient été les auteurs du développement des événements précisément dans cette direction. Déjà, le 22 février 2014, la Verkhovna Rada, en violation de la Constitution de l'Ukraine, a adopté une résolution sur la soi-disant autodémission du président en exercice, Yanukovych, de son poste de président, et a fixé des élections anticipées pour le 25 mai. C'est-à-dire qu'un coup d'État armé, provoqué de l'extérieur, a eu lieu. Les radicaux ukrainiens, avec le consentement tacite et le soutien direct de l'Occident, ont saboté toutes les tentatives de sortir de la situation de manière pacifique.
Ensuite, nous avons exhorté Kiev et les capitales occidentales à entamer un dialogue avec les habitants du sud-est de l'Ukraine, à respecter leurs intérêts, leurs droits et leurs libertés. Non, le régime, arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État, a choisi la guerre. Au printemps et à l'été 2014, il a lancé des actions punitives contre le Donbass. La Russie a de nouveau appelé à la paix. Nous avons tout fait pour résoudre les problèmes les plus aigus dans le cadre des accords de Minsk. Mais l'Occident et les autorités de Kiev, comme je l'ai déjà souligné, n'avaient pas l'intention de les respecter. Bien que verbalement, les collègues occidentaux, y compris le chef de la Maison-Blanche, nous ont assuré que les accords de Minsk étaient importants et qu'ils étaient engagés dans leur mise en œuvre. Qu'est-ce qui, selon eux, permettrait de sortir de la situation en Ukraine, de la stabiliser et de prendre en compte les intérêts des habitants de l'Est? Au lieu de cela, ils ont en réalité organisé le blocus du Donbass. Les forces armées ukrainiennes ont systématiquement préparé une opération à grande échelle pour détruire les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Les accords de Minsk ont été définitivement enterrés par le régime de Kiev et l'Occident. C'est pourquoi, en 2022, la Russie a été contrainte de lancer une opération militaire spéciale pour mettre fin à la guerre dans le Donbass et protéger les civils du génocide. Dès les premiers jours, nous avons de nouveau proposé des options de résolution diplomatique de la crise. J'en ai déjà parlé aujourd'hui. Et ce sont les négociations en Biélorussie et en Turquie, le retrait des troupes de Kiev pour créer les conditions de la signature des accords d'Istanbul, qui en principe avaient été approuvés par tous. Mais même ces tentatives ont finalement été rejetées. L'Occident et Kiev ont pris le cap de nous infliger une défaite. Mais, comme on le sait, tout cela a échoué. Aujourd'hui, nous faisons une autre proposition de paix concrète et réelle. Si à Kiev et dans les capitales occidentales, ils la rejettent, comme auparavant, alors en fin de compte, c'est leur affaire, leur responsabilité politique et morale pour la poursuite de l'effusion de sang. Il est évident que les réalités sur le terrain, sur la ligne de contact des combats, continueront de changer au détriment du régime de Kiev, et les conditions pour le début des négociations seront différentes. Je souligne l'essentiel. L'essence de notre proposition ne réside pas dans une sorte de trêve temporaire ou de cessez-le-feu, comme le souhaite par exemple l'Occident, pour reconstituer les pertes, réarmer le régime de Kiev, le préparer à une nouvelle offensive. Je le répète, il ne s'agit pas de geler le conflit, mais de le terminer définitivement. Et je le répète encore une fois, dès que Kiev acceptera ce déroulement des événements proposés aujourd'hui, acceptera le retrait complet de ses troupes des régions de la DNR et de la LNR, des régions de Zaporizhia et de Kherson, et commencera réellement ce processus, nous sommes prêts à entamer des négociations sans les retarder. Je le répète, notre position de principe, un statut neutre, non aligné, non nucléaire pour l'Ukraine, sa démilitarisation et sa dénazification. D'autant plus que tout le monde était globalement d'accord avec ces paramètres lors des négociations d'Istanbul en 2022. Là, tout était clair concernant la démilitarisation. Tout était écrit, le nombre de ceci, de cela, de chars. Tout était convenu. Sans aucun doute, les droits, libertés et intérêts des citoyens russophones en Ukraine doivent être pleinement garantis. Les nouvelles réalités territoriales, le statut de la Crimée, de Sébastopol, des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Kherson et de Zaporizhia, en tant que sujet de la Fédération de Russie, doivent être reconnus. Par la suite, tous ces principes fondamentaux doivent être fixés sous forme d'accords internationaux fondamentaux. Naturellement, cela implique également la levée de toutes les sanctions occidentales contre la Russie. Je pense que la Russie propose une option qui permettra de réellement mettre fin à la guerre en Ukraine.
Autrement dit, nous appelons à tourner la page tragique de l'histoire, que ce soit difficile et progressif, pas à pas. Mais il est nécessaire de commencer à rétablir des relations de confiance et de bon voisinage entre la Russie et l'Ukraine, ainsi qu'en Europe en général. En résolvant la crise ukrainienne, nous, conjointement avec nos partenaires de l'OTSC et de l'OCS, qui apportent déjà aujourd'hui une contribution significative à la recherche de voies de règlement pacifiques, ainsi qu'avec les États occidentaux, y compris européens, sommes prêts au dialogue. Nous pourrions nous atteler à la tâche fondamentale dont j'ai parlé au début de mon discours, à savoir la création d'un système de sécurité eurasiatique indivisible, prenant en compte les intérêts de tous les États du continent, sans exception. Bien sûr, un retour littéral aux propositions dans le domaine de la sécurité que nous avons avancées il y a 25, 15 ans, ou même il y a 2 ans, est impossible. Trop de choses se sont passées. Les circonstances ont changé. Cependant, les principes de base et surtout le sujet même du dialogue restent inchangés. La Russie est consciente de sa responsabilité pour la stabilité mondiale et réaffirme sa volonté de dialoguer avec tous les pays. Mais cela ne doit pas être une imitation du processus de paix visant à servir la volonté égoïste de quelqu'un, les intérêts égoïstes de quelqu'un, mais une conversation sérieuse et approfondie sur l'ensemble des questions de sécurité mondiale. Chers collègues, je suis convaincu que vous comprenez tous bien les vastes tâches auxquelles la Russie est confrontée, combien nous devons accomplir, y compris dans le domaine de la politique étrangère. Je vous souhaite sincèrement du succès dans ce travail difficile pour assurer la sécurité de la Russie, nos intérêts nationaux, renforcer les positions du pays dans le monde, promouvoir les processus d'intégration et les relations bilatérales avec nos partenaires. De son côté, la direction de l'État continuera à apporter le soutien nécessaire au ministère des Affaires étrangères et à tous ceux qui participent à la mise en œuvre de la politique étrangère de la Russie. Encore une fois, merci pour votre travail, pour votre patience et votre attention à ce qui a été dit. Je suis sûr que nous réussirons ensemble. Merci beaucoup. Monsieur Vladimir Vladimirovitch, merci beaucoup pour l'évaluation de notre travail. Nous faisons de notre mieux et la vie nous pousse à faire encore plus d'efforts. Nous continuerons car tout le monde comprend que c'est nécessaire pour le destin du pays, de notre peuple et dans une certaine mesure pour le monde entier. Votre mission, que vous venez d'exposer en détaillant le concept de sécurité eurasienne, nous la réaliserons de manière très concrète avec nos collègues des autres départements. Et dans le contexte de la construction d'un nouveau système de sécurité juste et indivisible, comme vous l'avez dit. Sur les mêmes principes, nous continuerons à résoudre des situations de crise distinctes, parmi lesquelles la crise ukrainienne a pour nous une importance prioritaire. Nous utiliserons votre nouvelle initiative dans diverses situations, y compris dans notre travail au sein des BRICS, de l'Organisation de coopération de Shanghai, avec la République populaire de Chine, avec les pays d'Amérique latine et d'Afrique. Ces pays ont également proposé leurs initiatives, mais elles sont pour l'instant ignorées par ceux qui dirigent l'Ukraine. Encore une fois, merci, nous continuerons à faire de notre mieux. Спасибо, будем стараться и дальше.